On va aussi lancer l'enregistrement. Voilà. Donc, que buvons-nous? Alors moi, je suis avec un verre d'eau, mais il n'est pas impossible que derrière, ce soit un autre liquide pour fêter ce moment de partage sympathique. Allez, 18h32, je vais vous proposer de démarrer tout doucement. Merci à toutes et à tous d'être ici présents et présentes. On va se retrouver donc pendant quelques dizaines de minutes sur le sujet de la mobilité durable et de la mobilité douce, mais plus durable. J'aime bien le Pascal sur cette thématique-là. Je vais donc me présenter moi, je vais aussi laisser Pascal se présenter de l'association Fauve. Donc moi, je m'appelle Sébastien Boll, je suis le président d'une association qui s'appelle Réseau 2D, qui fait la promotion de la responsabilité sociétale des entreprises et des 17 objectifs de développement durable, que vous pouvez voir à travers ce petit logo de Donut ou à travers ce petit drapeau qui est ici derrière moi, les 17 objectifs de développement durable qui sont de l'ONU. Et on fait donc des sensibilisations et on fait des accompagnements à comprendre les changements de modèle. Et donc, on a vraiment un module sur les ODD et un module sur la mobilité avec ce thème de la voiture électrique qui fait parler beaucoup de lui depuis quelques mois, quelques années et qui est assez clivant. Et donc, c'est pour ça là, on est à notre troisième conférence sur la voiture électrique et la mobilité. Et on a le plaisir d'avoir avec nous donc Pascal Hureau, présidente de l'association et de la structure Fauve. Et je vais te laisser te présenter, Pascal. Oui, bonsoir à tous, si vous m'entendez bien. Je Impeccable. suis donc Pascal Hureau, je suis président de la Fédération française des utilisateurs de véhicules électriques, autrement dit FAUV, et j'aurai le plaisir de prendre la parole à la fin de cette présentation. Super. Voilà. Alors, cette présentation va être, dans un premier temps, assez descendant. Alors, je sais, ça va frustrer un petit peu, mais le but est on a déjà pu faire une tentative avec des questions en cours de route, mais comme on arrive à des grandes séries de questions, on n'arrive pas vraiment à avancer comme on le souhaiterait. Donc, là, on va vraiment dérouler le fil conducteur. Et ensuite, soit vous notez les questions, soit vous les mettez dans le chat, et puis on va y répondre. On va faire vraiment un temps de questions-réponses. On va se poser sur tous les sujets qui ont pu être abordés. Et encore une fois, pas de limite, tant qu'on est dans la bienveillance et dans la compréhension du sujet, tout va très très bien se passer. Alors, je vais commencer le premier slide avec cette question: la voiture électrique sauverait-elle la planète? Et on va être tout de suite d'accord que la réponse va être non. Donc, je vais tout de suite spoiler le sujet et la thématique. Non. Donc voilà, j'ai mis voilà, ça c'est fait. C'est la voiture électrique ne va sauver aucune planète et ne va résoudre aucun problème de fond structurel sur les sujets et les enjeux qui sont de notre civilisation aujourd'hui. Mais par contre, on va regarder un petit peu les atouts, les avantages et les inconvénients et surtout les changements. Qu'est-ce que ça engendre comme changement dans le modèle complet? Cette conférence, un point important aussi, c'est que je n'ai personnellement rien à vendre. Mon association n'a rien à vendre. Il faut savoir que tous nos modules de conférence ou d'accompagnement sont gratuits. Autre point, c'est que je ne sais pas tout, technologiquement, scientifiquement parlant. Je ne veux convaincre personne. C'est-à-dire que le but ici n'est absolument pas de convaincre une personne de basculer la voiture électrique versus une voiture thermique. Par contre, le travail qui a pu être fait pendant 14 mois, avec énormément de recherches à travers des journaux, des rapports, l'ADEC, les rapports du GIEC, etc., etc., ont été faits de la façon la plus sérieuse possible. Et je mets toujours quelques petits logos qui peuvent faire sourire, mais je ne me suis absolument pas basé sur ce qui peut être mis dans les médias et on en reparlera après. Au niveau de ce qu'on appelle la pyramide d'épreuves, j'ai surtout travaillé sur le haut de la pyramide. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce niveau de travail et de recherche universitaire, qui est qu'on peut partir des rumeurs, des témoignages, des anecdotes, des avis d'experts, des études, des essais, et ensuite on compare toutes les analyses, ce qu'on appelle des méta-analyses. Et moi, je me suis plutôt concentré sur le haut, c'est-à-dire ce qui va être humblement ici communiqué et avec un niveau de certitude assez élevé. Bien évidemment, il y a pu avoir des changements dernièrement ou des nouvelles informations très récentes, mais dans l'ensemble, ce qui est apporté, je vous donne à chaque fois le lien, hein. De toute façon, vous aurez le lien en bas de chaque
slide quand il y a une information. Et de toute façon, je me permettrai de vous mettre à disposition la présentation PowerPoint qui découle de ça derrière. Au sommaire, on va regarder 4 gros points, les enjeux du développement durable. Et ensuite, on va refaire un petit rappel sur les technologies, on va parler des batteries et on va regarder le bilan. Et ensuite, on passera à Fauve. Alors, dans le développement durable, on en parle beaucoup, mais il faut savoir qu'il y a une définition qui date de 1987 de Gro Brundtland, qui était une conseillère de Suède sur le climat, une ministre même de tête, et qui définit le développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les générations futures à répondre à leurs propres besoins. Grosso modo, si on ne vit pas à crédit, c'est-à-dire que le but d'un développement qui doit durer dans le temps est que les générations d'aujourd'hui ne surconsomment pas ce que n'auront pas les générations derrière nous, nos enfants, nos petits-enfants, etc., etc. Et ça, c'est important, vous allez bien comprendre derrière à travers les slides suivants et ce que ça engendre en termes de modèle de civilisation. Dans un fait aussi qui est hyper important, vraiment pour bien comprendre le sujet de la mobilité de la voiture électrique, c'est que toute activité humaine génère une pollution. Que ce soit une pollution de l'air, une pollution de l'eau, une pollution des sols, notre mode de fonctionnement, nous, sapiens sapiens, génère des pollutions, quelles qu'elles soient. La seule entité sur Terre qui arrive à ne générer aucune pollution dans le temps, ça s'appelle Dame Nature. Elle a 4,3 milliards d'années de R&D derrière elle, et elle est un petit peu plus évoluée sur ce sujet de la pollution que nous. Mais nous, quel que soit ce qu'on fait à un moment, il y a un curseur qui sera différent à chaque fois, mais un curseur de pollution. Et donc, on en reparlera après, mais quand on dit souvent la voiture électrique, elle est propre, elle est neutre, elle est machin, etc., on verra que c'est pas si simple que ça, bien évidemment, mais c'est important de le signaler au départ. On a pu voir aussi au global dans la mobilité, mais dernièrement, je suis tombé sur un article d'un SUV à hydrogène qui purifie l'air. Alors là, on est sur une preuve assez étonnante scientifiquement. Qu'est-ce qu'on a besoin de purifier l'air déjà? Enfin, il y a des endroits où il y a besoin de purifier l'air, mais comment un véhicule à hydrogène en plus peut purifier l'air? On a eu un gros marketing, bien évidemment, avec le terme voiture propre, voiture bas carbone, voiture zéro émission. Là, dans le cas de la Nissan Leaf, quand elle a été commercialement émise avec le logo zéro émission, c'était zéro émission de CO2 à l'instant T. Mais bien évidemment, ce qui est intéressant quand on regarde les sujets climatiques, c'est de regarder sur un cycle de vie complet. Et là, pareil, on va le détailler un petit peu derrière. Euh, pour parler du développement durable, on va regarder plusieurs aspects, plusieurs branches du développement durable, dont la partie climat. Et sur la partie climat, je voudrais revenir avec vous sur l'année 2023, l'année 2023 qui a été l'année la plus chaude jamais mesurée, avec des records de température absolument jamais vus. Sur l'été 2023, un record absolu au niveau de l'hémisphère nord, détecté par tous les capteurs l'ONU, et avec la journée la plus chaude jamais mesurée, enregistrée, qui était le 6 juillet 2023 avec une anecdote sur ce qu'il y a eu comme autre record en 2023. C'était un record historique d'êtres humains dans un avion. Il y a eu 1,245 million d'êtres humains dans un avion le même jour, le jour le plus chaud jamais enregistré depuis l'invention des thermomètres, 1884. La particularité, c'est qu'il n'y a aucun lien de cause à effet. C'est-à-dire que les gaz à effet de serre émis par les avions le 6 juillet 2023 ne sont pas la cause de la température le 6 juillet 2023, puisque sur les gaz à effet de serre, on a principalement une temporalité de réchauffement d'une vingtaine d'années à peu près. Et donc, ce sont les gaz qui ont été émis en 2003 qui ont fait qu'il a fait très chaud en 2023. Et donc, vous comprenez bien, c'est que toutes ces années derrière, entre 2003 et 2023, où on a émis des gaz à effet de serre, vont augmenter la température globale de la planète sur les 15-20 années derrière. Donc ça, c'est aussi important. C'est très complexe de regarder cette temporalité, mais il faut la prendre en compte derrière, bien évidemment. Cet été 2023 a généré des incendies majeurs sur la planète complète. Pour ceux qui s'en souviennent, on a eu des incendies majeurs au Canada, avec au global 12 millions d'hectares de forêts brûlées, ce qui correspond à l'équivalent d'un tiers de la France. C'est comme si nous, on avait perdu un tiers de la surface de notre pays hexagonal. Et ici, vous avez donc les analyses de mesures. Donc là, on n'est pas sur des prospections, on est sur des mesures. Quand on mesure depuis des années les thermomètres sur tous les endroits de la planète, on fait un tableau Excel
On partage ça entre les États-Unis, la NASA et le système européen qui s'appelle Copernicus. Et on a ce graphique-là qui montre que l'année 2023 a été excessivement plus chaude que les autres avec une grosse marge. Et on n'est pas sur une bonne tendance. Et donc officiellement, l'année 2023 a été l'année la plus chaude de l'histoire. Et maintenant 2024, vous allez me dire. Et ben 2024, on démarre avec un premier trimestre assez chaotique en termes de température. Ici, vous avez un exemple le 31 janvier. Au nord du Canada, une plaine à 767 mètres d'altitude, un lieu qui s'appelle Maple Creek. Et en 2 semaines, ils sont passés de moins 42,6 à plus 21,1. C'est-à-dire, ils se sont pris 63 degrés d'écart en 2 semaines, ce qui n'a jamais été vu en termes de mesures météorologiques. Sur la France, si on regarde sur le territoire hexagonal les records de chaleur et les records de froid, c'est-à-dire que dès qu'il fait dans une ville, sur une journée, plus chaud que la normale, on fait plus 1. Et dès qu'il fait plus froid que la normale, on fait plus 1, sur une courbe bleue et une courbe rouge. Et ici, vous avez sur le début d'année jusqu'à avril, le nombre de records de température battus au niveau de l'hexagone. Je n'ai pas encore pu avoir les données jusqu'à cette fin d'année, mais l'année 2024 a été excessivement chaude, bien évidemment. Ici, vous avez une cartographie qui vous donne au mois d'avril ce qui a pu se passer sur la ceinture tropicale et subsaharienne avec des températures de presque 10 degrés supérieures à la normale. Pour reprendre le milieu d'année, grosse canicule sur les États-Unis, grosse canicule à la Mecque, par exemple, qui a causé 1000 morts en 48 heures au niveau de cet événement religieux. On a vu passer dans l'actualité l'acropole d'Athènes fermée à cause de la canicule. En Inde, ils ont battu des records historiques, jamais vus de canicule, avec encore une fois des températures la nuit qui dépassaient les 35 degrés, donc les corps n'arrivent pas à se reposer. En Chine aussi, excessivement, de grosses difficultés au niveau d'une zone agricole au nord-ouest de la Chine. Et j'aurais pu citer d'autres cas particuliers, mais on a eu un jour de basculement qui a failli arriver le 15 juin 2024 au Mexique, où ils ont failli se retrouver sans eau. Et donc là, on est sur la pluviométrie et le stress hydrique. Et donc 2024 est une année encore une fois exceptionnelle. Les fêtes de fin d'année arrivent. Il faut savoir que plusieurs ostréiculteurs en milieu d'année, avec des températures d'eau trop chaudes, ont eu des invasions d'algues et de bactéries, et donc qui rendaient des productions impropres à la consommation humaine. Et donc, je n'ai pas encore les statistiques financières, mais il se peut que les huîtres soient assez chères cette année. Mais tout ça, vous allez me dire, bah oui, mais il a fait super moche en fait cet hiver, le printemps était pluvieux, etc., etc. Alors effectivement, là ici, vous avez une carte de l'Europe où la partie noire sur l'est de l'Europe, on a eu des canicules à succession, alors que nous, on était dans une bulle de froid, ce qu'ils appellent les météorologues, et qui nous a évité d'avoir des températures extrêmement élevées, mais sinon, on aurait pu être comme tout le reste de l'Europe, avec des températures extrêmement chaudes. Un record de température a été battu le 22 juillet avec une température globale sur la moyenne de 17,15 degrés. J'accélère un petit peu, mais vous avez compris effectivement la tendance. 2024 va être officiellement l'année, ça a été annoncé la semaine dernière, l'année la plus chaude jamais mesurée. Pour comprendre ça, et on va arriver tout de suite à notre sujet de la mobilité et des technologies, c'est que on a depuis l'après-guerre ce qu'on appelle la grande accélération, c'est-à-dire un mécanisme, un système, et le but n'est pas de remettre en cause le système ici, et pas de faire de sujet géopolitique ou politique, mais on est sur une surexploitation avec une croissance à 2 chiffres de tous les systèmes. Donc ici, vous avez plusieurs courbes qui sont totalement corrélées les unes aux autres, avec la population, le PIB, la croissance, les engrais, les gaz à effet de serre, le méthane, le dioxyde de carbone, les transports, etc., etc. Et tout est corrélé puisque on a une interconnexion de tous ces sujets. Si on regarde le dioxyde de carbone et le méthane, qui sont des gaz à pouvoir réchauffant dans l'atmosphère, on va arriver à ce graphique suivant. Ici, vous avez un graphique qui concerne 200 000 ans sur la planète Terre. Moins 200 000 ans à gauche, 2024 à droite. Et donc, on voit bien qu'on part d'une ère glaciaire, ensuite on a une ère un petit peu plus tempérée, puis une ère glaciaire. Et ici, j'ai mis une petite flèche, vous avez un pic qui monte, et ça, c'est 187 années de température sur la planète. Donc, quand on a parfois des climato-sceptiques qui nous disent oui, mais il a toujours fait chaud et froid de la planète, c'est pas de la faute de l'être humain, etc., etc.,
Le début de la phrase, il a fait chaud et froid depuis longtemps, c'est vrai. La preuve est ici. Par contre, vous vous rendez bien compte que ce pic de température rouge qui monte, ça ne peut pas être la planète. Et là, on a des grosses difficultés d'adaptation du vivant, animal et végétal. Un petit rappel ici à travers des camemberts. Et vous avez ce fameux warming stripe, donc qui a été symbolisé graphiquement avec des petits codes barres, en fait, des lignes qui symbolisent ces transformations de température et le fait qu'on aille dans le rouge le plus souvent dès qu'on part vers la droite. Et en fait, vous devez pouvoir reconnaître outre mon t-shirt, ces petits warming stripes, et bien, en fait, vous allez les voir sur la météo climat sur France Télévisions, puisque depuis 2 ans, il donne le graphique warming stripe et il donne même l'augmentation globale de la planète Terre. Donc là, on était il y a quelques trimestres à 1,18. Aujourd'hui, on doit être à plus 1,22 de moyenne globale. Et on va voir tout à l'heure ce que la COP 21 nous a donné comme limite pour être raisonnable et avoir un monde durable. Ici, un petit graphique qui vous donne les prévisions du GIEC. Donc, le GIEC, c'est le groupement international d'évaluation et d'études du climat, avec plusieurs scénarios. Un scénario où on est basse émission, un scénario où, enfin très basse émission, un scénario intermédiaire où on arrive à maîtriser, on n'arrive pas à être très très bas en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et puis deux courbes, hautes et très hautes, où on laisse faire, on ne change rien au système, et on continue à vivre comme aujourd'hui avec des implications au niveau de l'habitabilité de la planète. Ça, c'est le sujet du climat. Je me fais 30 secondes pour vous parler d'un autre sujet qui est encore plus important que le climat, qui est le sujet de la biodiversité. Il faut savoir qu'en 60 ans, on a perdu sur la planète 60% des forêts primaires, 60% des animaux vertébrés, 60% des insectes et 90% des poissons d'eau de mer eau douce, eau de mer en zone pêchable. Ici, je vous mets un petit graphique, un petit dessin qui montre dans une zone du Sichuan, c'est une exploitation agricole de pommes, ils ont tellement éradiqué les insectes qu'ils sont obligés de polliniser les fleurs à la main en fait. Et donc ça, on a un vrai sujet, c'est-à-dire que si demain on arrive avec des technologies comme la voiture électrique et d'autres technologies bien évidemment, à réduire notre bilan gaz à effet de serre, si demain il n'y a plus d'insectes et que les assiettes sont vides, est-ce que vraiment on aura gagné? Là encore une fois, le débat est ouvert. Donc, on revient à notre sujet des gaz à effet de serre et on va pouvoir faire la transition avec la voiture. Un Français moyen par an émet, selon donc Carbone 4 et l'ADEME, 9,9 tonnes d'équivalent CO2 par an à travers son mode de vie. On a les transports, principalement, avec la voiture, l'avion et les autres moyens de transport. On a notre nourriture, ce qu'on a dans notre assiette. On a la construction de notre maison et le chauffage de notre maison. Ensuite, ce qu'on met dans la maison, les pulls, les chaises, les smartphones, les claviers, les ordinateurs, les chaussettes et les pantalons. Et ensuite, on a tout ce qu'on appelle l'étatique, c'est-à-dire l'armée, les écoles, les autoroutes, où c'est avec les impôts et avec l'argent de tout le monde, mais vous n'avez pas de maîtrise absolue là-dessus. Et donc là, nous, notre sujet aujourd'hui va être de dire, est-ce que sur le sujet de ce rond, qui est le rond le plus gros, encore une fois, c'est l'indicateur majeur d'émissions de gaz à effet de serre d'un Français moyen, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré par la technologie de voiture électrique? Et comment on peut regarder effectivement tous ces sujets de mobilité? Ici, je vous donne un indicateur qui est, on a parlé tout à l'heure du rapport du GIEC et de la COP 21 où on a donné une limite planétaire à ne pas dépasser, c'est-à-dire 2 degrés, et on s'est même donné 1,5 degré à ne pas dépasser. Et là, on fait une règle de 3. On sait ce qu'on a émis, on sait à quelle température on est, on sait qu'on ne doit pas atteindre 2 degrés, et donc on sait ce qui nous reste à émettre. On prend ce quota de ce qui nous reste à émettre, on le divise par 8 milliards d'habitants sur un an, et ça fait qu'on doit arriver à un objectif de 2 tonnes par an par habitant. Donc, pour ceux qui connaissent, il y a un atelier il y a la fresque du climat, puis il y a un atelier qui s'appelle l'atelier 2 tonnes, qui est très connu aussi, que je vous conseille fortement, qui est très très intéressant justement. Mais grosso modo, demain, notre objectif, c'est de passer de 10 tonnes en France à 2 tonnes. Donc nous, on doit diviser par 5. Il y a des pays, ils sont déjà largement en dessous de 2 tonnes, mais par contre, nous, dans notre mode de vie, on doit baisser ça. Le monde à 2 tonnes, il est ici, représenté par des petits dessins, avec une particularité. Donc ça, c'est le monde de demain. Vous allez vivre dans ce monde-là, et moi aussi. Mais avec une particularité, c'est que les cases, c'est où? C'est-à-dire que demain, vous pourrez faire soit 8000 km en voiture, soit 320 repas avec du bœuf, soit 3300 euros de meubles, soit 5000 euros de produits électroniques, mais vous ne pourrez pas tout faire. Sinon, vous allez dépasser les 2 tonnes. Encore une fois, c'est une moyenne, et on est là aussi pour ouvrir le débat. Dans le sujet du climat, dans le sujet de la mobilité, il y a le sujet de décarboner
l'industrie automobile. Mais il y a aussi un sujet qui va être mis sur la table, c'est le sujet de la pollution de l'air avec les particules fines qui sont censées être réduites par les filtres à particules des voitures thermiques. Excessivement compliqué d'avoir des données de mortalité sur les gaz, sur la pollution de l'air. J'ai vraiment galéré. J'ai trouvé cet article-là avec des bases scientifiques et de l'OMS, mais avoir un chiffre précis en France, en Europe, très très compliqué. Mais en tout cas, le sujet, il est là, et avec principalement les adolescents et les jeunes enfants qui sont impactés par leur système respiratoire qui n'est pas euh, officiellement terminé. Ça, c'était l'introduction. Je suis désolé, ça a été un petit peu long, mais c'était important de baser le contexte de dans quoi on va mettre ce monde de la voiture électrique et de cette mobilité durable. Alors maintenant, la voiture électrique. La voiture électrique, je vais vous proposer d'être sur un angle de vue changeant et ce qu'on appelle un changement de paradigme. Il va falloir qu'on réfléchisse autrement. Dans le monde de la voiture thermique, on réfléchit, on va dire, comme un poisson. C'est-à-dire que dans son quotidien, on se dit combien je mange de petites croquettes, à quelle profondeur je peux être, euh, 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 voilà, qu'est-ce qui se passe quand je suis dans l'eau? La voiture électrique, c'est un autre univers, c'est un autre contexte, c'est un autre paradigme. On est sur des altitudes, on est sur d'autres modes de déplacement. Et c'est ça qui est vraiment aussi très très important de comprendre. Tous ceux qui peuvent être ici, et j'en reconnais certains qui ont basculé sur cette voiture électrique, ont bien compris qu'il n'y a rien à voir. C'est un autre mode de pensée avec des avantages, des inconvénients, mais on va en parler. Et c'est difficile de comparer. C'est aussi pour ça que c'est très très complexe pour des journalistes de le faire, surtout en plus quand on peut truquer certains chiffres comme le reportage en haut à gauche, mais on ne va pas en parler ici. Mais en fait, on compare des choux à une carotte en fait. Voilà, c'est-à-dire que oui, ok, c'est une voiture, ça a quatre roues, ça a un volant et des sièges, et je vais d'un point A à un point B. Mais en termes de comportement, en termes de philosophie, en termes de logiciel dans le cerveau, de comment je me déplace, c'est un autre logiciel. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Sinon, en fait, on est déçu de la voiture électrique, en fait. Et ça, c'est un point de départ qui est important. Ici, un petit rappel des technologies, parce que ça peut sembler anodin, mais effectivement, c'est pas si simple que ça de pouvoir comparer entre le thermique, l'hybride, l'hydrogène, etc., etc. Donc, le moteur thermique, inventé à l'avant-dernier siècle, avec une invention première, le premier brevet d'une automobile telle qu'elle est, avec un moteur thermique, c'est 1884 avec le français Édouard de Lamarre de Bouteville qui dépose ça, mais effectivement, la plus connue, c'était deux ans plus tard avec la Benz Patent Motorwagen, et qui nous vient de Karl Benz, qui brevette cette voiture, mais en fait, la voiture thermique, officiellement telle qu'on la connaît quasiment aujourd'hui, un moteur, un volant, un guidon et des roues, et de ce créneau de date-là. Le moteur électrique, quant à lui, qui vient alimenter cette voiture électrique, le principe a été posé par Peter Barlow en 1828 et les principes complets et l'amélioration vient de Michael Faraday. Souvent, on connaît la cage de Faraday, très connue, en 1831. Et en termes de construction, on est d'abord passé par un train c'était l'élément qui a profité le premier de la technologie de mobilité électrique. Mais en tout cas, la première voiture, la Tilbury, par Charles Gentot, c'est 1881, avec, quand on regarde en termes de date, on est 3 ans avant la voiture thermique, en fait. Donc souvent, ça peut faire rire, mais quand on me dit, oui, Sébastien, la voiture électrique, il n'y a pas de recul, c'est une nouvelle technologie, c'est tout nouveau, bon, bah, il faut se reposer les bases quand même. Et après, on pourrait échanger après en fin de séance, mais qu'est-ce qui a fait que la voiture électrique a pu s'arrêter et la voiture thermique a continué? Mais ça, c'est encore, on pourrait passer des heures et des heures là-dessus. Dans les anecdotes, c'est la fameuse première voiture à passer la barre des 100 km/h de l'humanité, qui était la Jamais Contente, en 1889, avec un pilote belge. Et ça, on est aussi sur une première vraie avancée. Et la voiture électrique, à l'époque, était la sœur jumelle en fait, de la voiture thermique, et les deux étaient côte à côte en termes de technologie. Quand on parle maintenant de voiture à hydrogène ou de moteur à hydrogène, en fait, on parle de pile à combustible qu'on vient greffer à un moteur et à une batterie. Donc ça, le principe de la pile à combustible date de 1889, et on le connaît, il est maîtrisé, il est amélioré depuis toutes ces années. Et encore une fois, l'hydrogène a une particularité, c'est qu'on en retrouve
beaucoup, mais pas à l'état naturel. Il faut le transformer pour pouvoir y accéder et pouvoir le mettre dans cette pile à combustible. Ici, encore une fois, hein, je ne vais pas décrire toutes les lignes, ce serait très très long, mais comme vous aurez le PowerPoint, vous pourrez vous y replancher. Moi, j'ai une phrase clé que je voudrais pouvoir vous questionner, en tout cas se questionner sur cette phrase clé, qui est la suivante. La voiture à hydrogène ne sera pas la voiture de monsieur et madame tout le monde. En termes d'usage, la batterie est bien plus intéressante. Alors souvent, on me dit, bon, bah, c'est Elon Musk qui a dit ça, c'est quelqu'un d'autre, c'est un spécialiste de l'électrique, et qui met de côté, ça veut absolument casser la voiture à hydrogène. Et en fait, il faut se rendre compte que cette phrase-là a été dite par la directrice scientifique R&D, Nathalie Schmidt, de Air Liquide. Air Liquide, c'est leur principal métier, c'est de faire de l'hydrogène et des fluides et des gaz transportant de l'énergie. Ça date de 2022. Ici, je vous mets le lien pour pouvoir avoir la source. Et donc, c'est aussi assez intéressant d'avoir cette prise de recul des spécialistes de l'hydrogène qui pensent que ce n'est pas la meilleure solution. C'est une solution de mobilité, on ne remet pas ça en cause. Il y a des voitures qui roulent à l'hydrogène, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, l'un des vrais sujets sur cette technologie-là, c'est qu'on a énormément de pertes. La fabrication de l'hydrogène, on a 30% en perte dans l'électrolyse. Ensuite, quand on comprime l'hydrogène dans le réservoir, on a la loi de Boyle-Mariotte qui fait perdre 50% à la compression. Ensuite, on a, quand on passe dans la pile à combustible, 50% de pertes supplémentaires. Et donc, on voit bien qu'en termes d'efficience, oui, on peut emmener d'un point A à un point B une famille en voiture hydrogène, mais ce n'est absolument pas efficient versus d'autres technologies. Et le petit tableau qui va arriver derrière vous pourra vous le dire. Il y a quelques années, enfin il y a quelques années, quand j'ai fait cette recherche-là, on était sur le début des camions, enfin début, on était sur le début de l'industrialisation des camions à hydrogène. Et donc on avait tous les grands majors, donc le semi de Tesla, on avait Volvo Truck, on a MAN, on avait Daimler Chrysler, on a Mercedes aussi, les camions qui ont basculé sur l'hydrogène en disant ça va être une technologie importante pour ces tonnages-là. Et ben en cours de route, au fur et à mesure des trimestres et des années, on se rend compte que beaucoup laissent tomber, puisqu'en fait, le monde de l'électrique a fait tellement d'avancées technologiques que là, MAN, par exemple, révise sa copie sur la partie des camions à hydrogène et pense plutôt à la partie électrique. Et encore une fois, l'avenir nous le dira. Euh, Moi, la vision que j'ai sur est-ce qu'une techno, enfin, qu'est-ce qui fait qu'une techno fonctionne? Elle fonctionne parce que les clients achètent la technologie, en fait. C'est pas un ingénieur qui détermine si la technologie sera un succès ou pas, c'est le client. Ici, un petit rappel, mais pour vraiment des ultra novices sur le sujet, c'est, je vous ai mis un petit peu des dessins, des logos sur qu'est-ce qu'une voiture thermique. C'est un moteur, un réservoir et on met dedans de l'essence ou du gasoil. Un moteur hybride, c'est le même, mais on a mis un moteur, une pile et on met de l'essence. Un hybride rechargeable, c'est le même, mais on a une capacité de recharge. Sur la partie hydrogène, on a un réservoir, une pile à combustible et une batterie, un moteur. Et sur la batterie, sur la voiture électrique, on a batterie, moteur, et on vient brancher ça sur une prise. Le but de tout ça est de déclencher de l'énergie cinétique dans un arbre de roue et de pouvoir faire avancer les êtres humains qui sont dedans. C'est ça, encore une fois, le point de départ. Et donc, on parlait tout à l'heure d'efficience de technologie. Et ici, vous avez un petit graphique qui vous donne un schéma simple pour comprendre. Vous avez quatre technologies l'essence, le diesel, l'hydrogène et l'électrique. Et en haut, on part sur 100 watts d'énergie. Et en bas, c'est ce qu'on récupère en énergie cinétique dans les roues. Donc 100 watts d'essence nous donne 16 watts dans les roues, excusez-moi. 100 watts de diesel nous donne 20 watts d'énergie dans les roues. 100 watts d'hydrogène nous donne 33 watts dans les roues. Et 100 watts d'électrique nous donne 77 watts dans les roues. Selon ce tableau, de façon très posée, on peut estimer que la voiture électrique est la plus efficiente, celle qui a le rendement le plus important. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas sobre, elle n'est pas neutre, elle n'est pas écologique en soi, puisqu'encore une fois, il y a une grande question, c'est qu'est-ce que je mets derrière le mot écologie? Voilà, c'est comme le mot bio. Voilà. Qu'est-ce qu'on met derrière? Mais en tout cas, en termes de rendement et d'efficience, on est sur ces pourcentages-là. Je prends une bonne respiration. Et maintenant, on va aborder le sujet des batteries. Alors, gros sujet aussi, puisque le sujet de la batterie est l'un des facteurs clés quand on veut soit argumenter dans il faut vendre ou acheter ma voiture parce que j'ai une bonne batterie. Et les anti-voitures électriques vont se baser aussi là-dessus sur, bah, vous voyez bien que la batterie,
là ce qui se passe derrière, et on va regarder ça. Alors, les batteries, on les connaît depuis longtemps, l'invention de Monsieur Volta, et il y a plusieurs technologies. J'ai mis les grandes lignes de technologie ici, mais il y en a plein d'autres derrière qui sont en parallèle, qui sont testées, avec le nickel-cadmium, les batteries sodium chlorure de nickel, les lithium métal polymère Bolloré. Alors, j'ai mis un petit logo de température, puisque ces deux-là, les Zebra et les Bolloré, c'est ce qu'on appelle des batteries chaudes. Et ensuite, on a les familles lithium-ion avec le nickel, manganèse, oxyde de cobalt, lithium, fer, phosphate. Et on a d'autres technologies, il y en a plein qui sortent. Et chacune a ses avantages, ses inconvénients, bien sûr. Et alors, sur cette partie batterie, ce qui sort en principal élément de critique, ça va être de dire, eh ben oui, mais les terres rares, alors là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire des terres rares, puisque c'est pas bien, ça pollue, c'est pas mal, etc., etc. On va juste reprendre le terme terre rare. Qu'est-ce que ça veut dire terre rare? Si on reprend le terme scientifique, les terres rares sont dans le tableau de Mendeleïev les cases encadrées en noir ici, qui sont ce qu'on appelle des lanthanides, des scandium et des yttrium. Et ces lanthanides se décomposent même en 15 sous-éléments chimiques. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle des terres rares. De la façon scientifique, on appelle ça des terres rares. Sauf que dans le commun, dans le langage scientifique, enfin, journalistique ou dans les enquêtes, etc., on a mélangé des minerais rares, qui sont aussi des terres, et elles sont rares sur Terre, mais comme tout élément sur Terre, tout élément a une finitude sur la planète Terre. Le volume de cuivre est fini sur Terre, le volume de cobalt est fini sur Terre, le volume de pétrole est fini sur Terre, le volume de lithium est fini sur Terre. Mais on a mélangé ça, et regardez, ce qui est intéressant ici, c'est que même un graphique qui vient de l'Union européenne, on a tout mélangé. On a mis les terres rares, le tungstène, le gallium, l'iridium, la fluorine, le titane, le platine, on a tout mélangé. Les terres rares, dans le tableau de Mendeleïev, c'est ce que je vous ai donné avant. Alors par contre, ce graphique-là, il est aussi intéressant pour rebondir aussi sur les terres rares et en disant c'est pas bien d'acheter une voiture électrique, c'est pas écolo, c'est pas RSE. C'est que par contre, les terres rares, eh ben, on en retrouve dans les pots catalytiques des voitures. Et ça, c'est assez étonnant, et comme on en retrouve dans les moteurs principalement, même si on va en parler après, il y a des nouvelles générations de moteurs qui arrivent sans terres rares. Mais en fait, quand quelqu'un qui a une voiture thermique vous dit moi la mienne elle est plus propre parce que j'ai pas de terres rares dans ma voiture, on pourrait lui faire remarquer que dans son pot catalytique, il y en a très certainement. Et donc ça, c'est un exemple aussi, mais c'est un très beau travail de recherche qui a été fait par Jonas Schneider, qui est un journaliste suisse, et qui a, alors lui grosso modo, il est journaliste dans le monde de l'automobile et des technologies. Son meilleur pote est ingénieur, il fabrique des moteurs et il accompagne les technos là-dessus et les constructeurs. Et il dit, bah, j'ai envie d'acheter une voiture électrique. Et son copain ingénieur lui dit, achète pas ça, c'est pas propre, c'est pas écolo, c'est sale, c'est tout ce que tu veux, les terres rares, les enfants, etc., etc. Et donc il dit, bah ok, je vais aller enquêter. Et donc il fait presque 2 ans d'enquête et il en sort un film qui s'appelle À contresens. Je sais pas si quelqu'un a pu le voir, mais en tout cas, je ne peux que vous conseiller fortement d'aller le télécharger sur les sites, puisque en fait, l'enquête est tellement poussée et tellement sérieuse qu'il a reçu 2 prix, un prix en Italie et un prix aux États-Unis, du meilleur film d'investigation technologique sur ces recherches-là. Et alors, je ne vais pas vous faire le bilan complet du film, hein, je vous laisserai aller le découvrir, en tout cas le résumé. Il a un site internet, je crois que c'est à contresens.org, etc., etc. Mais en tout cas, ce qui a pu être intéressant, c'est qu'il a travaillé sur ce sujet. Parce que ça arrive souvent. C'est on me dit oui, mais Sébastien, dans ta voiture, il y a des terres rares et c'est des petits-enfants qui ont été gratter le sol pour aller choper les minerais. Alors ici, ça c'est un petit truc un peu bashing sur, puisque là on mélange les voitures électriques, les éoliennes, on mélange un petit peu tout. Bon, euh, je vous laisserai aller voir ça. C'est pas si simple. Tout est encadré. Il y a des normes. Ça ne veut pas dire que c'est zéro usage, zéro perfection sur le sujet, mais on n'est absolument pas dans des échelles qui sont décrites par les personnes qui veulent bâcher la voiture électrique. Encore une fois, je vous conseille cette petite vidéo. Et donc, j'en parlais il y a quelques secondes, des usages des terres rares dans les moteurs. On a des nouvelles technologies qui arrivent. On a Tesla qui a annoncé son futur moteur et on a Renault et Volvo qui viennent de dessiner ça avec, alors je ne sais pas vu si Didier était là, de Choucroute Garage, mais effectivement, j'ai pu aller gratter l'information sur le fait que la Renault 5, la nouvelle R5 qui vient de sortir et qui est disponible en vente, va être une des premières voitures d'un constructeur français avec un moteur sans terre rare. Et donc ça, c'est aussi à signaler. Donc encore une fois,
Ce n'est pas neutre, ce n'est pas propre, ce n'est pas tout ce que vous voulez. Toute activité humaine pollue, mais on travaille au maximum sur les curseurs qui sont importants et majeurs. Ici, un petit descriptif aussi très rapide sur les formes de batterie. C'est pour une culture, ça ne vient pas spécifiquement travailler sur le sujet de notre mobilité, mais on a des batteries poches, des batteries prismatiques ou des batteries cylindriques. Chacune a des avantages et inconvénients en termes de refroidissement, de place, de solidité, en cas de choc, qu'est-ce qui se passe. Et ça, encore une fois, tout est très très bien expliqué dans une des vidéos dernières de Didier de Choucroute Garage, que ceux qui ne connaissent pas, je ne peux que vous conseiller d'aller jeter un petit coup d'œil et de comprendre tout ce qui est derrière. Alors, dans la partie voiture électrique ou batterie, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'on aura assez de matière, de ressources pour basculer d'une technologie A à une technologie B? Bon, eh bien, grosso modo, personne ne sait. Par contre, tout ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir être sobre et qu'il va falloir être efficient sur le sujet parce que tout est rare en fait. Toutes les ressources planétaires, tout le tableau de Mendeleïev, tout ce qu'on peut extraire dans le sol, c'est pas illimité. Donc, par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir faire attention et qu'il va falloir faire de la façon la plus intelligente si on veut être dans notre cadre du développement durable. Je reviens sur mon drapeau derrière. La sobriété, c'est un impondérable des technologies et du progrès de demain et d'aujourd'hui. Et ça, c'est France Stratégie qui nous le dit. France Stratégie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entité de Bercy d'études. En fait, ils font des projections à 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans sur les taxis, c'est quoi demain, la RSE, c'est quoi demain, les technologies, c'est quoi demain. Et c'est hyper intéressant, c'est très, très poussé et très documenté. Alors, dans la partie lithium, il faut savoir que on a une piste qui devrait se concrétiser puisque il reste encore quelques étapes administratives à faire, mais en France, déjà depuis une quarantaine d'années, dans l'Allier, on a une mine de lithium qui est une mine souterraine. Donc attention, la photo, c'est ce qu'on appelle un puits ouvert. Ce n'est absolument pas cette mine de lithium qui serait exploitée dans l'Allier, mais en fait, ça date pas d'aujourd'hui, en fait, ça date de plus de 40 ans, où on avait déjà fait, à travers divers minerais, de la présence d'hydroxyde de lithium, je crois même de tête. Mais encore une fois, il y a plein de documentaires là-dessus, et l'entreprise qui va faire l'exploitation est hyper transparente et vous donne tous les détails là, sur ces sujets-là. Dans la voiture électrique et dans la batterie, on a un sujet, bien évidemment. J'ai encore une vidéo dernièrement de quelqu'un qui fait une comparaison entre sa 205 qui a 40 ans et une Tesla. Et il part sur le fait qu'une batterie, ça dure 8 ans, pas plus. Voilà. Bon, et ben a priori, pas du tout. L'espérance de vie d'une batterie hors panne, elle est beaucoup plus longue parce que la technologie et les cycles de charge et décharge commencent à être maîtrisés, à être connus. Donc là, on a eu un premier chauffeur de taxi en France qui a passé la barre des 440 000 km sur sa voiture et on a l'un des records en Europe avec ce taxi londonien, VTC londonien, qui a utilisé au final assez peu de superchargeurs, parce que c'était aussi un des défauts et de vieillesse de la batterie de l'époque, et qui a atteint 700 000 km avec moteur d'origine, batterie d'origine, comme le premier aussi, hein. Donc là, on est aussi sur un élément hyper important qu'il faut prendre en compte et qui bloque la comparaison entre le poisson et l'oiseau, c'est qu'on compare un chou et une carotte, on compare une voiture qui a une espérance de vie de 200, 300, 400 000, 500 000 pour les plus belles voitures thermiques, à une voiture qui va aller plus loin que ça, puisqu'on a des batteries qui peuvent aller jusqu'à dépasser le million de kilomètres, hors panne bien évidemment. Je vous prends un exemple, une Model 3, batterie CATL lithium fer phosphate, le constructeur chinois CATL donne entre 2000 et 4000 cycles de vie, donc un cycle de vie de charge. Donc aller de 0 à 100% de batterie et de 100% à 0, ça fait 1. On peut en faire, on va dire 3000, on arrondit, entre 2000 et 4000, on dit 3000. L'autonomie en kilomètres, c'est 450 km. 3000 fois 450, ça donne une espérance de vie en termes de kilomètres de 1,350 millions de kilomètres. Ce qui équivaut à plus de 45 ans d'une voiture française moyenne si on prend les données de l'ADEME. Donc là, encore une fois, on veut comparer A avec B, un chou, une carotte, une voiture thermique, une voiture électrique. Ça se compare très difficilement, en fait. C'est assez dur de le faire. Sur la batterie, après on me dit, bah oui, mais alors la batterie, ah, ok, elle a fait 1 million de kilomètres, mais après, eh ben, on ne sait plus quoi faire avec, et donc on va l'enterrer, et ce seront les générations suivantes qui vont trouver ça plus tard. Bon, eh ben, c'est pas si simple que non plus, puisque bien évidemment, les technologies ont bien évolué,
avec deux pistes. Dans un cycle parfait de la gestion de la batterie de la voiture, avant de la broyer et de récupérer les matières premières, elle va pouvoir, dans certains cas, avoir une seconde vie qui serait une sorte d'onduleur. Enfin, ce n'est pas une sorte, c'est un onduleur et qui va permettre de stocker de l'énergie, puisque on va parler après du smart grid. On a un besoin de stockage d'énergie qui est majeur dans notre civilisation. Et ça, c'est l'enjeu de demain. C'est pas, il y aura le comment je fabrique mon électron, mais il y a comment je stocke mon électron pour l'avoir à disponibilité et pour pouvoir le piloter, ce qu'on appelle. Dans ce sujet de faire durer la voiture et de pouvoir aller plus loin avec les batteries, vous connaissez certainement peut-être, et si ce n'est pas le cas, on va en parler ici, du fameux garage Revolt, qui est en banlieue de Nantes à Carquefou, et qui a comme objectif de faire durer ces véhicules 100 ans. Donc eux, ce sont les spécialistes du reconditionnement de la voiture, de l'entretien de la voiture, de la formation des garagistes sur cette technologie-là. Et le but est de tirer sa voiture dans le temps. J'ai pu faire une animation chez eux, étant moi-même à Nantes. Ce qui est intéressant, c'est de regarder des vieilles DS, Citroën DS de l'époque, qui ont 50-60 ans, une coccinelle Volkswagen qui a 50-60 ans. Et donc, en fait, une voiture qui a 50-60 ans, ça nous semblait normal il y a encore quelques années. Aujourd'hui, une voiture qui a 10 ans, elle vaut zéro à l'Argus. C'est pas normal. Et demain, les voitures électriques, il n'y a aucune raison qu'au bout de 10, 15, 20 ans, elles valent zéro ou elles soient incapables de rouler, en fait. Et donc, le but est de pouvoir aller au maximum, de réparer aux composants, puisque eux, leur philosophie, c'est de dire on ne fait pas d'échange standard de pack batterie ou de pack moteur, on dépanne aux composants, le thyristor, la cellule, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet à poser plein de questions. Ils sont excessivement compétents là-dessus. Dans les vrais sujets, tout à l'heure, on parlait d'énergie, de stockage et d'usage. Et là, petite présentation aussi de ce qu'on appelle le smart grid, avec des logos qui sont apparus en cours de route, qui sont les V2G, véhicule to grid, donc véhicule vers le réseau. Ensuite, le G2V, grid, réseau vers ma voiture. Ou alors le V2V, le véhicule to véhicule. Donc ça, il y a quelques années, c'était des hypothèses, il y a eu des tests, etc. Et maintenant, on arrive grosso modo à rentrer dedans, puisqu'on a divers constructeurs, on a Kia et Hyundai qui ont lancé, mais surtout, on a la Renault 5 qui officiellement, dès son démarrage, c'est même pas une option qu'il faut activer et payer, mais peut servir à stocker l'énergie, excusez-moi, à restituer l'énergie de la voiture sur le réseau, de façon à pouvoir décharger en période de froid, par exemple. Donc, grosso modo, je charge la nuit pendant les périodes creuses, pendant que les centrales nucléaires tournent à vide, je charge ma voiture. Et à un moment, Enedis va me dire, moi j'aimerais bien avoir tes électrons entre telle heure et telle heure parce qu'il fait froid. Ça va permettre d'alimenter tes voisins dans ton réseau autour de toi. Et je te rachète ces électrons à un prix plutôt intéressant. Et ça va être, encore une fois, hein, si ça s'intensifie en volume, ça va permettre d'éviter de rallumer des centrales thermiques. Même si nous, dans l'Ouest, on a une centrale à Cordemais qui, de toute façon, a été annoncée, va fermer. Mais ça peut éviter de la rallumer en phase de froid, puisque on va pouvoir être efficient et pouvoir piloter l'énergie en temps réel. Dans le sujet de la voiture électrique et des transports, on a aussi le sujet des prises électriques, des prises de charge, qu'elles soient rapides, moyennes ou qu'elles soient supercharge, en charge ou en domestique. Et grosso modo, là en 2024, on a largement passé l'objectif des 100 000 bornes disponibles sur le réseau, plus 900 000 prises domestiques à domicile, plus toutes les autres prises en fait, parce que c'est ce que je dis toujours, c'est que ok, ça va peut-être charger lentement, mais si un jour je suis au fin fond de la Creuse ou d'autres régions, provinces de ce magnifique pays qu'est le nôtre, et que je doive sauver ma charge parce que je me suis planté, j'ai pas suivi l'ordinateur de bord, etc., la moindre prise électrique fait l'affaire en fait. Donc, on a bien évidemment un enjeu, c'est un enjeu majeur, et c'est aussi pour ça qu'un constructeur comme Tesla a bien compris que déployer une voiture seule n'a pas de sens si je ne déploie pas un réseau derrière. Mais en tout cas, les prises s'accélèrent de plus en plus, et avec un cap qui a été passé. Alors ici, je vous ai mis une petite photo du superchargeur de Beaune, par exemple, où on a de tête 24 bornes alignées à la queue leu-leu. Tous les gros superchargeurs sont assez importants et ont beaucoup de points de charge. En 2023, on a eu pour la première année 100% des aires d'autoroute avec services pétroliers équipés de superchargeurs. Et ensuite, on est sur une piste aussi, ce qui se dit dans le petit monde des autoroutes, et Pascal pourra peut-être en parler un peu plus,
que les autres aires de repos, celles où il y a juste pipi et pique-nique, vont aussi être équipées demain, ce qui va permettre d'avoir une couverture de réseau excessivement importante. Et donc, moi, souvent, on me dit, oui, mais la voiture électrique, c'est pas fait pour les grands trajets, c'est pas fait pour ça. Ici, je vous ai mis un petit graphique qui donne le pourcentage de voitures présentes sur les territoires. Donc, dans les pays du Nord, dans les Suèdes, etc., on est à 6,42% des voitures du parc qui sont des voitures full électriques. En France, on a 2,29% du parc automobile qui est des voitures full électriques. Ce qui correspond à peu près à 850 000 voitures, 850 000 familles. Vous ne me ferez pas croire que ces 850 000 familles ne vont jamais d'un point A à un point B avec un grand trajet. Je n'y crois pas une seule seconde. Par contre, elles ont réfléchi en mode oiseau. Elles ont quitté le poisson et elles sont passées en mode oiseau. Donc ça, après, l'usage, on ne va pas en parler trop aujourd'hui, on pourra en parler dans le question-débat, mais ce n'est pas l'enjeu de notre conférence sur comment j'achète une voiture et comment je vis avec, mais c'est quand même intéressant de regarder ça. Le réseau s'accélère de mois, de trimestre en trimestre. On a ici des cartes avec ChargeMap, et on voit bien que c'est de plus en plus intéressant. Il y a une autre question qui se charge, qui est intéressante, c'est que quand il fait froid, on a parfois le gouvernement qui nous dit attention, réduisez les chauffages, faites attention aux dépenses énergétiques, faites attention aux électrons, parce qu'il va en manquer. Et au même moment, on dit il faut acheter des voitures électriques et vous pouvez charger votre voiture. Et donc il y a un moment, il y a un message un peu bipolaire. Et il suffit de se plonger. Donc en fait, RTE, RTE c'est le réseau de transport électrique. Donc EDF produit l'électron, RTE transporte en haute tension et Enedis fait le réseau capillaire. Et donc RTE, en 2019, a fait une étude sur qu'est-ce que le réseau français peut accepter comme voiture sans rien changer. Et donc ils sont partis sur une projection 2035, 15,6 millions de voitures électriques, et ça passe. Si on va au-delà de cet indicateur-là, il va falloir des changements et des accompagnements de technologies et de nouveaux systèmes. Mais en tout cas, jusqu'à 15,6 millions de voitures électriques, on est tranquille. Alors bien évidemment, les voitures électriques, les 15,6 millions, elles ne chargent pas à 18 heures en hiver quand il fait froid. Elles vont charger la nuit et bien sûr, il faudra être intelligent dans la recharge. Mais aujourd'hui, on estime qu'on est, au moment où on se parle, à 1,2 million de voitures en France. On a encore pas mal de marge. Et ben notre sujet du début, le climat, le côté durable et le bilan carbone. Et ben on va regarder un petit peu ça avec une étude de l'ADEME. Et la question est, est-ce que sur le cycle de vie de la voiture, sur le bilan carbone de cette voiture électrique, est-ce que c'est mieux ou moins bien que la voiture thermique? Eh bien, l'étude complète de l'ADEME et toutes les recherches, et donc là on est sur de la méta-analyse dans plusieurs pays, dans plusieurs temporalités, c'est que la dette carbone, qui oui est plus importante à la fabrication de la voiture électrique, parce qu'elle a un fort taux d'émission sur l'acier et un fort taux d'émission sur la batterie, cette dette carbone est effacée à environ 50 000 km en fonction de la taille du véhicule. Et ensuite, sur le reste de la vie du véhicule, la voiture va au global en émettre très très peu. Et ici, vous avez que la voiture thermique. Ici, vous avez aussi le sujet de l'énergie. Souvent, on me dit, bah oui, mais alors la voiture électrique, en Pologne, en Allemagne, c'est fait que du charbon, ça sert à rien, etc., etc. C'est pas si simple que ça, puisqu'en fait, il faut se remémorer l'efficience de la technologie. Et donc, même ici, vous voyez essence, diesel, ce que ça émet en CO2, et vous avez même en Pologne, eh ben, une voiture électrique en Pologne va au global, sur son cycle de vie, émettre 29% de moins, 56% de moins en Allemagne. Et nous, comme on est un pays assez nucléarisé et assez bas carbone en termes d'énergie, on va jusqu'à 77% de réduction de gaz à effet de serre sur ces scénarios. Et donc ça, c'est pas rien du tout. Et donc, grosso modo, la conclusion de l'ADEME, qui a été faite lors du Mondial de l'automobile de 2023, de 2022, excusez-moi, c'était que à taille équivalente et inférieure et pas avec des super grosses batteries, au global, une voiture roulant en France émet 2 à 3 fois moins de gaz à effet de serre que son équivalente en taille en thermique. Maintenant, quand on parlait de mobilité, il faut aussi dire que la taille est importante. Ici, vous avez un exemple qui vous donne pour 100 kW de batterie, je peux faire soit une voiture pick-up, soit deux citadines, soit 16 quadricycles, soit 250 vélos assistance. Et donc là, on voit bien que pour déplacer un être humain de 80 kg, alors un petit peu plus pour moi, mais la moyenne, eh ben, le sujet n'est pas le même quand je prends un certain volume de batterie
et je dois absolument réfléchir global sur comment je me déplace au quotidien, les petits déplacements, les grands, et d'avoir une échelle de grandeur la plus intéressante possible. Tout ça, il y a un dernier sujet à évoquer aussi, c'est le sujet de l'encombrement des routes. Ici, vous avez un spot publicitaire américain, mais qui retrace excessivement bien. C'est si vous avez des bouchons en diesel, vous aurez des bouchons en hybride et vous aurez des bouchons en électrique. Un exemple, aux États-Unis, au Texas, il y a une autoroute où ils ont eu 2 fois 13 voies. Donc 13 voies dans un sens, 13 voies dans l'autre. 26 voies d'autoroute, on s'est dit plutôt pas mal, tranquille. Bouché en 4 ans. Il y a une règle qui dit plus je mets des voies, plus j'ai des voitures. C'est une règle qui se reporte sur beaucoup d'agglomérations et qui vient perturber parce que souvent on se dit ah bah, le centre-ville de telle ville n'est pas accessible aux voitures, etc. Mais pour être clair, c'est fait exprès en fait. Et donc il y a un besoin de réfléchir à tout ce qui est derrière en termes euh, de mobilité et de durabilité. Et j'en arrive à ma partie à moi avec le principe de l'oiseau et du poisson, et on est bien d'accord que c'est toujours compliqué de comparer en fait. Donc il faut prendre les sujets de la façon la plus simple possible, avec beaucoup de recul, être sûr qu'il n'y a aucun sujet parfait, et si on pouvait se tenter une conclusion, ce serait de dire la voiture électrique n'est pas parfaite, n'est pas sobre, n'est pas zéro pollution, etc., etc., mais nous permet de décarboner l'industrie de la voiture électrique à travers un premier principe de sobriété, un deuxième principe d'efficacité et à travers des substitutions d'énergie renouvelable, c'est-à-dire des électrons bas carbone. Mais en fait, il faut bien réfléchir au sujet global là-dessus. Et j'en ai terminé pour ma partie. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et ce que je vous propose, c'est de basculer sur la présentation de Fauve et ensuite, euh, on va pouvoir partir sur la partie questions-réponses. Pascal, c'est à toi. Eh bien, bonjour à tous de nouveau, bonsoir, merci de votre présence, merci d'être resté en tout cas jusque maintenant. Je dirais le sujet que je vais aborder ce soir avec vous, c'est d'abord de vous présenter Fauve, qui nous sommes. Donc ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, ça va être, ben, qu'est-ce que nous faisons? Quelles sont nos activités? C'est une sorte d'introduction à, je dirais, mieux nous connaître pour connaître nos activités. Alors, si on regarde qui nous sommes, effectivement, il y a une phrase qui peut tout simplement, en quelques mots, résumer ce que nous sommes. C'est la Fédération française, entre parenthèses la seule qui existe, qui rassemble et qui représente les intérêts des utilisateurs de véhicules électriques. Vous me direz, pour ceux qui connaissent l'AVER, que nous empiétons un peu sur le sujet de l'AVER également, mais l'AVER représente l'ensemble de l'écosystème, y compris les constructeurs, y compris tous ceux qui interviennent dans l'écosystème de l'électromobilité, alors que nous sommes vraiment ceux qui représentons la voix des utilisateurs de véhicules électriques. Petite anecdote tout à l'heure, tu as cité Sébastien, 850 000 véhicules. En fait, tu donnais une estimation après d'1,2 million en fin Ouais, 2024. On est déjà à 1,5 million déjà 1,5 actuellement. million. Donc, donc, on peut dire que nous avons effectivement un marché qui grandit beaucoup quand même. Gouvernance de notre fédération, nous représentons une dizaine d'associations avec un CA de 21 membres et un bureau de 7 membres que nous allons réélire à peu près tous les ans. C'est-à-dire qu'on a commencé il y a 1 an et demi avec ma présidence qui arrivait il y a 1 an et demi. On va faire notre première assemblée générale vraiment ordinaire là à mi-mars à Périgueux. J'aurai l'occasion d'en reparler avec certains d'entre vous si cela vous intéresse. En tout cas, sachez que nous représentons à peu près 2000 adhérents directs, c'est-à-dire les adhérents de nos 10 associations. Le Tesla Owners Club étant la plus grande de ces associations, la seule nationale avec France Café, qui est l'ancienne Leaf France Café, si ça vous dit quelque chose, les anciens possesseurs de Nissan Leaf. Les autres associations, à part France Café et Tesla, sont surtout des associations régionales qui n'ont pas une couverture nationale et qui ont des activités tournées vers des adhérents d'une seule région. Nous représentons, si je reprends mon chiffre d'1,5 million tout à l'heure de véhicules électriques, ben, environ 2 millions d'électromobilistes défendus indirectement si on considère que dans une famille, vous avez un ou deux conducteurs particulièrement impliqués dans l'usage du véhicule électrique.
Nous sommes également membres d'une association internationale qui est relativement informelle, il ne faut pas y voir plus que ça. C'est une grande alliance, Global EV Alliance, GEVA, qui est présente dans 38 pays et qui est représentée par 64 organisations, dont Fauve pour la France. En gros, il y en a une par pays. Vous voyez également sur la petite carte que nous sommes un peu plus sur le sud que sur le nord de la France. Donc ça, c'est un appel après à terme pour nous développer plutôt sur la Normandie, le Nord, l'Alsace et la Bretagne, qui sont vraiment les régions un peu vides. Et je sais que Sébastien étant basé à Nantes, il a peut-être des connaissances en Bretagne notamment, qui pourraient être intéressés pour faire une association multimarque. Car ce qui nous différencie beaucoup de, par exemple, du Tesla Owners Club, c'est que nous sommes multimarques et relativement, enfin même totalement neutres par rapport aux différents constructeurs. Alors, on va voir maintenant ce que nous faisons concrètement. Et donc, on a 5 doigts de la main, et ben, on a 5 activités principales. La première, c'est, on va y aller doucement, de Ouais, ouais. fédérer, d'unir les différentes associations dont je viens de vous parler. Et ces associations, en fait, se sont fédérées en 2019 pour créer Fauve à l'époque, avec peut-être 5-6 associations au départ. Nous sommes maintenant une dizaine. Nous voulons encore grandir sur des régions où nous ne sommes pas présents. Mais notre premier but, c'est d'arriver à aider les associations naissantes, de mutualiser un certain nombre de moyens, de pouvoir vraiment unir les différents représentants de ces associations dans un partage d'informations, un partage d'actions et de la convivialité, bien entendu. Sachant qu'évidemment, chaque association fait vivre beaucoup de convivialité sur le plan local par énormément de week-ends, de sorties, de rassemblements, de tours, etc. Deuxième activité, nous avons à accompagner les nouveaux utilisateurs. Nous allons le voir dans quelques instants par quelques actions emblématiques, notamment l'accompagnement sur les autoroutes, tu en as parlé Sébastien, mais c'est pas la seule. Et c'est vrai que les nouveaux utilisateurs, si on regarde un peu avec la perspective des croissances attendues sur les années qui viennent, eh ben, si on en a 1,5 à 2 millions maintenant, on en aura effectivement peut-être plutôt 10 millions en 2030 et on l'a vu, 15 millions en 2035. C'est la courbe, je dirais, de croissance que l'ensemble des acteurs, je dirais, a pris comme hypothèse pour construire les réseaux d'infrastructures, pour construire les différents volumes de vente prévus pour les constructeurs, etc. Donc, ça veut dire beaucoup de nouveaux utilisateurs de véhicules électriques à accompagner, parce qu'il y a un minimum effectivement de formation. Troisième grande activité, bah, on a vu qu'il y avait pas mal de désinformation, notamment dans les médias, notamment depuis cet été, ça a l'air de s'accélérer un peu. Nous avons déjà pas mal engagé de réactions par rapport à cela, on en parlera tout à l'heure un peu plus, mais c'est une de nos grandes vocations, non seulement de faire de la pédagogie pour les utilisateurs, mais aussi pour contrecarrer la désinformation. Et puis la quatrième grande activité, c'est de conseiller les territoires. Ça, c'est un petit peu moins connu, mais nous sommes en relation avec un certain nombre, je dirais, d'institutions locales, régionales, nationales, pour apporter nos conseils, nos recommandations. Et c'est quelque chose qui ne peut que se développer par rapport à ce qu'on a fait déjà dans le passé. Et puis la cinquième grande activité, c'est que nous portons la voix de ces utilisateurs, hein, de tous ces utilisateurs en croissance, auprès des pouvoirs publics pour effectivement jouer notre rôle de fédération représentant leurs intérêts. On va regarder un peu de plus près maintenant chacune de ces briques pour vous donner quelques exemples d'activités, d'actions concrètes. La fédération des utilisateurs est passée par des week-ends tout à fait conviviaux, des rassemblements où chacun a vraiment un plaisir de retrouver ceux qu'il connaît. Et en fait, nous avons même étendu cela à une alliance un petit peu avec des Anglais ces 2 dernières années, parce qu'il y a un grand rallye, figurez-vous, entre Londres et Brighton, un peu comme si on faisait Paris-Deauville, parce que les Anglais qui aiment aller sur les plages vont en général à Brighton, qui est une station balnéaire du sud de l'Angleterre. Eh bien, nous nous sommes associés à eux, puisque l'an dernier, ils étaient venus jusqu'à Paris, et cette année, nous avons pu aller jusqu'à Brighton dans l'autre sens et nous nous sommes retrouvés à Brighton. Vous avez une première image qui vous montre un rassemblement là, puisque certains d'entre eux sont même allés jusqu'à Genève au retour pour nous accompagner jusqu'à Paris, puis aller jusqu'à Genève.
Dans cette deuxième photo, vous avez un de nos membres que certains reconnaîtront peut-être puisqu'il fait partie du Tesla Owners Club, qui a reçu le prix de la plus grande efficience avec sa voiture sur le trajet Paris-Brighton, sur l'ensemble des kilomètres parcourus. Et puis là, vous avez, troisième photo, notre arrivée à Dieppe le jour du retour, à peu près à l'heure du déjeuner, il fait très beau, et vous avez le petit groupe de Français là qui est rassemblé. Tout ça pour dire que lors de cet événement Paris-Brighton, on a même été jusqu'à faire du lobbying, de l'influence. Vous allez voir, c'est une de notre de grands axes d'action auprès de la ville de Dieppe et auprès de la ville de New Haven, qui sont reliés, vous le savez peut-être, par un ferry que nous avons pris à l'aller comme au retour. Vous l'avez dans la photo là, qui en fait, il faut savoir une chose, c'est que les deux ports appartiennent à la région Normandie, y compris le port de New Haven en Angleterre. Eh bien, nous avons pu intervenir auprès de ces deux autorités portuaires pour essayer de faire en sorte qu'ils installent des infrastructures de recharge dans les zones d'attente. Il faut savoir qu'on attend 1 heure et demie à peu près avant de pouvoir embarquer sur le ferry. Et ces personnes ne se connaissaient pas. Nous les avons mis en relation. Nous avons même mis en relation ces deux autorités avec un prestataire à même de faire un déploiement d'infrastructures de recharge. Donc voilà, c'est le type d'action que nous pouvons avoir ponctuellement lorsque nous nous déplaçons quelque part en force, avec pas simplement un rassemblement convivial, mais également une action précise et un peu politique, on va dire, pour faire avancer les choses. Deuxième action tout à fait emblématique, c'est l'accompagnement des utilisateurs dont je vous ai parlé, avec le partenariat avec les opérateurs d'autoroutes, notamment les sociétés d'autoroutes, avec les gilets bleus. Alors là, vous avez deux photos. Une première à gauche qui vous montre un utilisateur rencontré tout à fait satisfait de notre présence. En gros, les gens nous disent, oui, oui, enfin de l'humain. Enfin, on n'a pas simplement affaire à une machine et un écran. Ne serait-ce qu'une belle borne de recharge, ça reste quand même une machine. Et en fait, quelqu'un qui les aide à s'implanter là, à se positionner par rapport au port de charge, à faire en sorte qu'ils y accèdent sans qu'il y ait des véhicules thermiques qui s'y mettent, à la possibilité de pouvoir s'authentifier et payer facilement, de pouvoir échanger aussi sur les bonnes pratiques, par exemple ne pas rester au-delà de 80% sur ces bornes. Voilà, c'est tout à fait utile et les grands opérateurs d'autoroutes, notamment Vinci, qui est le plus gros, mais aussi Electra, Atlante, Zunder, Engie, Avia, enfin, on a un certain nombre de partenaires qui nous font intervenir sur leurs aires. Je ne citerai pas BP qui a la mauvaise image depuis ce matin d'avoir annoncé qu'ils arrêtaient tout investissement dans les énergies renouvelables. Là, c'est l'aire de Saint-Arnoux que vous voyez là, qui est une des seules BP que nous accompagnons en fait. Bon, petit clin d'œil parce que nous approchons de Noël. Vous voyez à droite la petite photo, c'est que ces gilets bleus peuvent également se transformer en images virtuelles. Mais tout ça pour vous dire que cet accompagnement des utilisateurs fait plaisir non seulement à ceux que nous rencontrons, mais également à ceux qui animent et qui ont plaisir à rencontrer des personnes très différentes, de voir des véhicules de marques très très différentes, etc. Si Sébastien m'entend, voilà, c'était la troisième image que je veux commenter, c'est le fait que nous avons également un événement qui s'appelle Remove, qui est en partenariat cette fois avec la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne, 77, qui depuis 2 ans, 2, 3 ans, nous aide en fait sur un circuit qui c'était la Ferté-Gaucher dans le 77, où nous avons la possibilité de faire des essais aux voitures, de solliciter les différents concessionnaires pour montrer leurs voitures, d'avoir des conférences, etc. En 2025, là je vous dis tout de suite, je vous l'annonce en avant-première, ce sera le 30 septembre 2025, non plus sur le circuit La Ferté-Gaucher qui demande des budgets énormes, qui ne fait aucune remise, mais directement dans les locaux de la Chambre de commerce, avec deux axes, un axe conférence tout à fait de haut niveau, et puis de l'autre, un certain nombre d'essais de voitures, mais sur route autour de l'implantation de la CCI. Voilà, donc ça c'est une action importante. Troisième grande action, réagir face à la désinformation. Alors on en a un tout petit peu parlé, tu en as fait un peu allusion tout à l'heure, Sébastien, quand tu as parlé des médias, j'y reviendrai, mais on a vraiment une vocation à réagir quand ça va vraiment un peu trop loin. Et on a décidé, là, cet été dernier, d'éditer un petit livre, donc électronique, qui fait une quarantaine de pages,
sur les différents mythes concernant la voiture électrique. Alors par rapport par exemple à des sujets comme on n'aurait pas assez d'énergie ou elles prennent feu un peu facilement ou elles ne seraient pas recyclables. Bon, un certain nombre de thèmes que tu as un peu abordés, Sébastien, hein, mais là on y revient avec beaucoup de faits et chiffres, là aussi qui viennent de sources tout à fait bien établies. Et vous pouvez télécharger ce petit livre directement depuis le site fauve.org, dont je vous incite à aller voir. Vous pouvez le feuilleter sur Calameo ou le télécharger directement. Et je le mettrai Voilà, ce aussi en petit lien livre, avec la présentation. oui, 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 merci. Et c'est important de le diffuser autour de vous, c'est-à-dire qu'on n'a pas fini d'en parler de ce petit livre, non seulement de l'édition 2024 qui est sortie là au mois de novembre, mais également peut-être en 2025 si on en fait une édition suivante. D'où le fait qu'on a déjà prévu un bandeau avec l'année pour pouvoir le mettre à jour, parce qu'évidemment, il y a un certain nombre de chiffres à l'intérieur que l'on peut mettre à jour. C'est ce petit livre que vous pouvez utiliser si vous voulez vous préparer à répondre à un certain nombre de personnes qui vous agressent un peu en disant le véhicule électrique, je n'y crois pas, ou le véhicule électrique, ce n'est pas écolo. Comme tu l'as un petit peu dit, Sébastien, il y a beaucoup, beaucoup à répondre à ce sujet. Si on a un petit peu le temps, je peux même vous dire que j'ai présenté au Bourgogne Electric Day, qui était donc à Montchanin au mois de septembre dernier, une conférence avec Didier Vache d'ailleurs, qui était juste à côté de moi, sur la segmentation des anti-VE. Et je peux vous dire que c'est quand même intéressant de distinguer 5 segments, hein, je peux vous en parler. Je les distinguais selon les manipulateurs, c'est-à-dire les agents de ceux qui sont téléguidés par les intérêts tout à fait contraires aux véhicules électriques. On peut espérer qu'il y en ait de moins en moins, mais ne nous leurrons pas, ne soyons pas naïfs, il y en aura encore. Il y a les mal informés, c'est-à-dire les victimes de cette désinformation, des médias ou des groupes de pression. C'est ceux qui ne s'y intéressent pas encore, mais qui ont finalement besoin d'une voiture au final et qui sont désinformés. Puis vous avez les irréductibles. Alors ces irréductibles, c'est plutôt les fans du bruit, des odeurs, des véhicules thermiques à tout prix, hein, ou carrément les anti-voitures, par exemple les gens qui ne pensent qu'au vélo dans les villes et qui ne veulent pas respecter les véhicules. Les irréductibles anti-voitures aussi bien que les fans des voitures thermiques classiques. Alors il reste deux catégories, c'est les dubitatifs. Ceux-là, c'est ceux qui se posent honnêtement des questions sur l'autonomie, la recharge, le caractère écolo du VE. Et puis il y a les attentistes, enfin, c'est-à-dire ceux qui attendront que les prix baissent pour garder peut-être le plus longtemps possible leur vieux véhicule thermique auquel ils sont particulièrement attachés. Alors ce ne sont pas simplement les gens qui ont des véhicules de collection, c'est également tous ceux qui veulent vraiment faire alors là peut-être du développement durable dans le sens d'un produit qu'ils veulent garder le plus longtemps Longtemps. possible avant de le mettre au rebut. Ça, on peut peut-être aussi respecter cet aspect-là. N'oublions pas que ce n'est qu'en 2050 qu'on veut la neutralité carbone, ce n'est qu'en 2035 qu'en principe nous n'aurons plus de vente de véhicules neufs thermiques, mais évidemment on aura encore beaucoup de véhicules thermiques jusqu'en 2050 sur les routes. Tout à fait. Voilà, réagir face à cette désinformation, ça veut dire aussi réagir par rapport à un certain nombre de médias. Tu as fait référence au 12 août 2024, Sébastien, par rapport à cette émission de TF1 tout à fait navrante, qui a été dénoncé par le youtubeur Max BLD, tout à fait clairement et point par point. Nous avons été beaucoup plus loin puisque nous avons saisi TF1 au niveau de sa médiatrice. Nous avons eu la médiatrice et le journaliste au téléphone, qui évidemment ont eu beaucoup, enfin, de mal à argumenter face à nos interpellations. Et il était clair qu'ils n'avaient pas préparé cela sérieusement. Ça manquait beaucoup de professionnalisme. C'était pas forcément de la mauvaise foi ou du complotisme manipulé par des intérêts pétroliers, comme certains ont voulu le dire dans les réseaux sociaux. C'était plutôt finalement un manque vraiment de préparation et de professionnalisme. Et on a un peu remis les choses à l'heure. Ça a été ensuite l'objet d'une tribune que nous avons co-signée dans Libération avec un autre YouTuber qui s'appelle La Chaîne OV, que vous connaissez peut-être. Et ça a donné en troisième lieu une interpellation de l'ARCEP, vous le savez peut-être, il y a quelques semaines, de TF1, leur disant d'arrêter de faire ça. Donc ça a pris une ampleur que nous n'avions pas imaginée quand, au mois de septembre, nous les avions interpellés.
Nous avons pu intervenir dans différents médias depuis 2 ans, beaucoup plus souvent, pas tout de suite, Ouais, Sébastien, excuse-moi, pas excuse-moi. tout de suite, avec le fait d'avoir très souvent des journalistes qui finissent par nous connaître, par nous inviter, pour parler effectivement d'un certain nombre de sujets. Alors vous avez ce qu'on appelle des marronniers, des sujets qui reviennent un peu tous les ans. En général, au mois de juin, juillet, on nous pose des questions sur est-ce qu'on va pouvoir faire 800 kilomètres sans s'arrêter. On va nous demander si on peut se recharger facilement. Là, au moment où il y a l'hiver et les nouvelles règles sur le bonus qui diminuent de plus en plus, on va avoir des interviews sur est-ce que c'est une bonne chose de supprimer les bonus. Voilà, on pourrait en parler longtemps. Et donc, on doit répondre un peu souvent à brûle-pourpoint sur les médias, les radios, les télévisions. Mais je pense que c'est là qu'on commence à jouer vraiment notre rôle de représentation de l'intérêt des utilisateurs. Et puis à chaque fois qu'il y a un événement, ben, on fait surtout de la pédagogie, des faits, des chiffres, un certain nombre de prises de position que vous pourrez retrouver dans notre site. Voilà, là on peut passer à la suite, c'est-à-dire que nous avons également comme quatrième action principale, eh bien, le conseil au territoire. Une de ces actions de conseil au territoire, c'est les schémas directeurs IRVE. IRVE, ça veut dire infrastructure de recharge pour les véhicules électriques, où en fait le grand objectif, c'est bien sûr de densifier ces infrastructures de recharge. Tu as cité que nous avions plus de 100 000 bornes maintenant accessibles au public en France. En fait, on en a 150 000 à l'heure qu'il est, et on va vers à peu près 400 000 en 2030. C'est aussi une sorte de feuille de route difficile à obtenir en 5 ans, mais qui nécessite de continuer l'effort entrepris et surtout de ne pas s'arrêter en chemin. Effectivement, sur les autoroutes, tu en as parlé, on commence à avoir des infrastructures sur les aires de repos, c'est-à-dire celles qui n'ont que des toilettes. Il y a 2, 3, 4 aires de repos actuellement équipées, mais ça va peut-être effectivement se densifier, de même que les poids lourds maintenant vont être aussi l'objet de recharge spécifiques. C'est un nouveau marché maintenant pour les infrastructures de recharge sur les autoroutes. Et puis, vous avez des syndicats d'énergie qui deviennent des territoires d'énergie par département ou mutualisation entre plusieurs départements qui ont en général l'autorité, enfin le rôle d'autorité organisatrice de la mobilité, des AOM, suite de la loi LOM, si ça vous dit quelque chose, et qui en fait sont là pour définir des schémas directeurs permettant de dire, ben voilà comment vous, communes de notre territoire, vous pouvez mettre en place, avec notre aide, un certain nombre de moyens de recharge. Ça veut dire que c'est la liberté de chaque commune de pouvoir transférer vers ces territoires d'énergie leurs compétences, au sens juridique du terme, permettant à ces syndicats et territoires d'organiser les technologies mises en œuvre, les partenariats avec les opérateurs, la marque de la borne de recharge, par exemple, les implantations. Et ça, les implantations, c'est fait avec les communes concernées pour bien choisir à quel endroit, dans un village ou dans une petite ville, on va mettre une, deux, trois, quatre bornes, peut-être plus sur les grands axes. Et bien sûr, on a, nous, un rôle de conseil dans tout cela. Vous avez là, par exemple, une dizaine de recommandations qui ont été données à l'occasion des 20 ans du syndicat d'énergie de la Drôme, hein, où je me suis rendu il y a quelques mois, où j'ai pu m'exprimer devant beaucoup, beaucoup de représentants de communes. Il y avait à peu près 300 personnes dans la salle. Et c'est vraiment très important de montrer que la borne classique qu'on voit, vous savez, en courant alternatif à 22 kW, ben, c'est pas la panacée. On peut très bien avoir en courant continu du 24 kW et que ça peut être très intéressant dans des communes de pouvoir apporter de la puissance, je dirais, plus rapidement, surtout. Voilà, donc je passe sur les détails. Je ne vais pas vous commenter les 10 conseils que vous voyez là. Vous en avez peut-être lu quelques-unes, mais on a ce rôle de conseil de territoire. Enfin, cinquième et grande activité, ben, nous portons la voix des utilisateurs à tous les niveaux. L'action, c'est le dialogue et c'est l'influence, pour ne pas dire le lobbying. On a formalisé nos propositions, j'ai beaucoup insisté pour qu'on les ait noir sur blanc dans notre site internet. Vous retrouverez les onglets que vous apercevez là sur le site fauve.org. C'est bien sûr à actualiser, à mettre à jour de manière permanente. Nous avons développé notre pouvoir d'influence petit à petit, hein. Je suis très modeste, on est un peu au début d'un long chemin. Nous avons quelques difficultés à identifier au niveau de l'État, vous l'imaginez bien, un ministre en charge actuellement.
mais c'est quelque chose qu'on va devoir faire en permanence, hein, à commencer par féliciter le nouveau qui sera nommé, en lui demandant une audience, et puis en continuant le dialogue qui a été initié il y a à peu près 2 ans. Des schémas directeurs à l'État, nous allons aussi avoir comme perspective l'Union européenne. Pourquoi? Au niveau de l'Union européenne, il y a un certain nombre de sujets qui sont abordés. Par exemple, la législation sur le véhicule autonome. On est bridé, vous le savez, par exemple, sur les Tesla en ce moment, par le fait que les Américains ont beaucoup plus de fonctionnalités avec l'autopilote, je dirais, et le FSD qu'en Europe. Nous avons un deuxième grand sujet qui est les politiques publiques. Faut-il aider les utilisateurs? Faut-il des bonus, etc. Faut-il une harmonisation au niveau européen ou pas? Est-ce que finalement on ne va pas tirer la leçon de l'histoire en voyant très clairement que les bonus n'ont plus tellement leur raison d'être à moyen terme? Donc accepter cette baisse des bonus, mais d'avoir un dialogue avec les constructeurs d'automobiles de façon à ce qu'ils les fassent plus légers, moins chers. Tu as parlé de la taille de la batterie, Sébastien, tout à l'heure, c'était tout à fait pertinent. Et je pense que là, on a vraiment une parole à porter auprès des constructeurs. Vous avez l'ACA, la fameuse association des constructeurs automobiles au niveau de l'Europe, qui est présidée par Monsieur Di Meo, le président de Renault, qui vient de se féliciter d'ailleurs d'accueillir Stellantis, alors que Stellantis vient de virer Carlos Tavares, mais Stellantis a accepté de rejoindre la CA maintenant. Donc les grands sujets, c'est tenir bon sur 2035, la fin des véhicules thermiques neufs à 2035, ça faut vraiment ne pas lâcher. Le débat actuel est plutôt sur 2025 et la fameuse loi CAF qui va les taxer énormément s'ils ne vendent pas 20% de véhicules électriques parmi tout leur chiffre d'affaires. Évidemment, ils en sont très très loin et ils ne veulent pas avoir la double peine, d'une part d'avoir un marché un petit peu lent à démarrer et d'autre part à avoir à payer des taxes par milliards à l'Europe. Bon, il y a également le grand sujet des taxes à l'importation. Donc, on a un certain nombre de débats et de sujets à aborder au niveau européen. Et GEVA, dont je vous ai parlé, la Global EV Alliance, dont j'ai parlé tout à l'heure, n'a pas du tout la structure de capacité de lobbying à faire. Donc, on va chercher à mettre un pied en Belgique et à Bruxelles en particulier pour essayer d'avoir cette action dans le futur. Voilà, donc cette voie des utilisateurs, j'ai terminé un peu les 5 lignes d'activité, les grands 5 axes que nous avons pu définir. J'espère maintenant pouvoir répondre à vos questions également, en même temps que les questions que vous aurez à propos de la première partie. La première partie. Merci beaucoup en tout cas, Pascal. Présentation très claire et très complète. Et encore une fois, on voit bien ce côté pluriel du quotidien, passer un bon moment, jusqu'à regarder les sorties de route dans les médias, et jusqu'à cette partie, le moins influence, je l'aime bien, je préfère le moins influence que lobbying, mais le sujet, il est là. Juste vous donner aussi l'anecdote, mais le Garage Revolt est aussi sur des influences sur le sujet du rétrofit des voitures, en fait. On est entièrement bridé sur le fait de transformer une voiture thermique en électrique par diverses lois et qui parfois n'ont pas de sens parce que la technologie permet sur une petite voiture, je prends un exemple d'une vieille Fiat 500 avec un petit moteur, de mettre un tout petit moteur électrique, et ce qui suffirait largement et pour pas grand-chose en termes d'investissement. Mais il y a plein de lois qui bloquent et donc il y a aussi ce sujet législatif et étatique. En tout cas, Et c'est Sébastien, il n'y a pas super. que le rétrofit, parce que Oui, tu as parlé oui. du rétrofit, effectivement, c'est leur activité la plus importante actuellement. Mhm. Ils sont surtout bloqués sur l'upgrade, à Ouais. savoir faire évoluer un véhicule électrique vieillissant en véhicule électrique beaucoup plus récent. Beaucoup plus récent. Et Ouais. ça, changer par exemple les modules de batterie d'un véhicule électrique, c'est quelque chose qui est bridé non seulement par la législation, mais par la politique même des constructeurs qui refusent de fournir les pièces aux différents garages en question. Donc il y a un double problème. Il y a le problème législatif et le problème de l'attitude des constructeurs. Si les constructeurs de batteries ou de cellules de batterie peuvent être amenés à vendre à des gens comme Revolt directement un jour, ça serait bien, mais ça suppose que le pack batterie, vous voyez, à ce moment-là, est beaucoup plus gérable directement, sans passer par une sorte de verrouillage complet de la part des constructeurs automobiles.
et que ça a été prévu dès la conception de la voiture, en fait. Oui, Et c'est ça l'enjeu aussi. C'est ça l'enjeu aussi. oui, c'est un des Un, grands sujets actuels. un des grands sujets. Un grand, grand merci, Pascal. Et puis bah, là, on va arriver à cette période de questions-réponses. Encore un grand merci de votre présence. On est monté jusqu'à 22 personnes. Et j'espère on espère en tout cas, je vais aussi prendre euh, la parole de Pascal là-dessus, vous avoir fait plaisir, d'avoir apporté des sujets divers et variés. Encore une fois, vous avez compris que notre démarche à nous, c'est pas de convaincre, c'est pas de dire on est les plus beaux, les meilleurs, etc., etc., mais c'est d'ouvrir la thématique et en tout cas de parfois pouvoir répondre à des attaques, à des questions de la façon la plus simple possible avec des éléments pragmatiques. Est-ce qu'il y a une première question? Est-ce qu'on les pose à l'oral ou à l'écrit? Alors là, maintenant, sur la première partie, à l'oral, à l'écrit, c'était plus sympa dans le chat, mais là, à l'oral, on va se le faire Alors, en live visuel. Mais je me permets bien sûr, d'enchaîner vas-y. alors. Oui, oui. Euh, je- Quid du marché de l'occasion? Puisque vous avez parlé de plein de sujets, mais comment le marché de l'occasion de l'électrique se présente? Est-ce que c'est un espoir, un frein? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Premier grand chiffre, c'est qu'il faut se souvenir que les trois quarts des transactions, quand on achète une voiture, c'est pour acheter un véhicule d'occasion plutôt qu'un véhicule neuf. Les véhicules neufs, ça représente juste un quart des achats d'un véhicule. C'est donc absolument énorme. Et c'est tout à fait important comme question. Merci Philippe. C'est le fait que nous avons besoin d'un certain nombre de relais de croissance et de volume grâce aux véhicules d'entreprise. Aujourd'hui, les flottes d'entreprises sont souvent renouvelées tous les 3 ans, 4 ans maximum. Or, il y a trop d'hybrides en fait. Ils vendent beaucoup trop d'hybrides aux flottes d'entreprises. Donc, les constructeurs doivent faire des efforts pour vendre de l'électrique 100% électrique aux entreprises et les entreprises doivent demander des 100% électriques et non plus des hybrides. Il faut donc convaincre les entreprises et pas simplement les constructeurs que on peut faire plusieurs centaines de kilomètres sans aucun problème avec un véhicule électrique. Parce que l'argument classique, c'est ah oui, mais mes commerciaux ont besoin de faire voilà, toute une journée sans s'arrêter, etc. Donc je crois que là, il y a vraiment un tournant à prendre pour les convaincre que ça devient possible et qu'ils vont pouvoir aider le marché de l'occasion à vraiment prendre forme. Et puis, arrêtons de penser qu'il n'y en a pas. Regardez le nombre de ventes de véhicules d'occasion électrique sur Le Bon Coin et autres. Je crois qu'il y a des chiffres qui commencent à sortir. On peut acheter des Zoé de première génération pour moins de 10 000 euros. On peut tout à fait dire à quelqu'un, oui, tu peux avoir une voiture électrique pour pas très cher, à condition effectivement de bien le vouloir et d'avoir aussi un usage qui y correspond. Parce qu'on ne va pas avoir de combo CCS, hein, de port permettant la charge rapide sur un véhicule un peu ancien. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais Alors, je vais compléter avec, effectivement, c'est ce qu'attend aussi le garage Revolt au niveau de ces marches d'escalier et de progression, c'est que les premières générations, vraiment les aventuriers, comme on les appelle, qui ont démarré où il n'y avait pas de prise partout, il n'y avait pas sur l'autoroute, il n'y avait pas de charge rapide, etc., etc. Ces voitures arrivent sur le marché secondaire et toutes les dernières, ceux d'il y a 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, arrivent sur le marché de l'occasion et donc vont permettre cet accès parce que, comme a dit Pascal, le commun des Français achète peu de voitures neuves et beaucoup de voitures d'occasion. Mais je vais prendre juste un exemple sur l'aspect financier, parce que pourquoi ce choix? C'est que c'est avant tout un choix de capacité financière à acheter. Mais on a bien vu avec le leasing à 99 euros, qui était vraiment à destination des salaires les plus modestes, avec des critères, hein, il y avait une trentaine de kilomètres aller-retour, etc., etc. Enfin, il y avait des critères, et on voit bien qu'ils ont été submergés de commandes, en fait. Donc c'est souvent, on me dit, les voitures électriques, c'est que pour les CSP+, les multimillionnaires. C'est pas vrai. On voit bien que toute la catégorie palette française a envie aussi de basculer sur ce type de technologie. Maintenant, il faut les moyens. Mais on voit bien qu'ils ont, enfin, je sais plus, ils avaient ciblé sur 200 000 voitures vendues. Ils en ont vendu 300 000 en une semaine. Et ils ont dû dire stop et on n'a plus de budget cette année. Bon, c'est encore un autre débat. ça aurait été à 50 000. Et à 50 000, voilà. Et Voilà. donc ça, c'est un point intéressant. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, si tu... Bah,
Oh, c'est un début de réponse, mais du C'est un coup, début de réponse. ça me fait rebondir sur ce que Pascal a dit par rapport aux Mhm. hybrides. Il se trouve que Oui. dans notre foyer, on a deux élecs et une hybride qui est Mhm. imposée par l'entreprise, Mhm. effectivement, de mon épouse. Mhm. Et en fait, à l'usage, je trouve que c'est une aberration parce qu'on la recharge jamais. On l'utilise que avec l'énergie classique. Et est-ce qu'il n'y a pas une action à faire vis-à-vis des pouvoirs publics pour arrêter cette espèce d'hypocrisie de l'hybride qui donne bonne conscience, mais qui, dans le quotidien, n'a pas d'usage écologique du tout, me semble-t-il. Oui, c'est par le dialogue, hein. C'est, Moi, quand je c'est- rencontre un utilisateur de hybride, ben, je lui en fais part et ils sont assez enfin, fréquents à reconnaître ce que tu viens de dire. C'est que en fait, les hybrides, on les recharge lentement ou plutôt rapidement, mais on bloque une place de recharge alors que quelqu'un qui a un véhicule 100% électrique en aurait besoin. Ils utilisent la plupart du temps la partie thermique finalement de la voiture. Et puis surtout, ce que je leur raconte, c'est que c'est un véhicule d'une complexité encore plus grande que le véhicule thermique de base, qui en fait est à, je dirais, maintenir avec des révisions tout aussi nombreuses qu'un véhicule thermique. Donc l'équilibre économique n'est pas tellement intéressant. Et puis je vais même parfois jusqu'à les provoquer en disant, vous savez, vous les revendrez peut-être pas facilement, hein, parce que là, dans quelques années, les hybrides, ça sera vraiment passé de mode. Moi, je vais donner un petit mot et un retour d'expérience, parce que là, on parle aussi des flottes automobiles d'entreprise, Oui. où le chef d'entreprise, parfois, il a peur d'aller imposer une voiture électrique full électrique, à ses commerciaux, parce que grand trajet, etc., etc. Souvent, c'est un problème de pédagogie. Parce qu'effectivement, il n'y a rien de pire, c'est de dire, je suis gestionnaire d'une flotte, j'ai 30, 50, 100 commerciaux, en fonction de la taille de l'entreprise, j'impose l'électrique et je ne donne pas comment j'utilise ça. Et encore une fois, on revient sur l'image, le poisson et l'oiseau. Si j'explique pas comment je bascule d'un monde à l'autre, c'est un échec total. Maintenant, dans les retours d'expérience qui se sont très bien passés, j'ai eu l'occasion l'année dernière de participer à une table ronde avec une société de transport. Ils avaient 35 technico-commerciaux en Bretagne et ils ont accompagné d'une façon extraordinaire les personnes humaines, parce que c'est avant tout des humains avec un usage, et ils les ont accompagnés d'une façon multiple, et les bénéfices ont été au-delà des attentes. Je vais vous donner juste l'exemple précis. C'est les salariés pour aller d'un point A à un point B sur un grand trajet devaient faire des pauses, des points de charge. Ok, jusque-là, rien de dramatique. Pendant ces pauses de points de charge, ils faisaient un arrêt, toilette, café, et ils appelaient leurs clients, ils appelaient leurs fournisseurs, et qui passaient leur coup de fil, ils faisaient leur mail sur leur PC, le temps des 20-30 minutes de charge. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en cours de route, bah, c'est devenu vraiment un élément de qualité de vie au travail. Ça a donc diminué les risques routiers. Et quand il y a eu un échange avec la CARSAT derrière, la CARSAT qui, comme vous le savez peut-être pour les entreprises, donne des niveaux de cotisation en fonction des risques sanitaires et santé, et ben, ils ont dit, ah bah, si vous faites un effort là-dessus, je vais vous baisser votre cotisation en fait. Et ça, il n'avait pas vu venir. Et je trouvais ça super intéressant. Le deuxième effet qui se coule, c'est non seulement je réduis mes risques routiers, j'ai moins d'accidents, mes assurances coûtent moins cher, etc. Ça me coûte moins cher l'énergie pour déplacer un commercial d'un point A à un point B. Et en plus, j'ai ce cadeau derrière du système de santé. Et les salariés, pour rien au monde, reviendraient en arrière hein, dans ce cas de figure-là, hein. Donc c'était vraiment intéressant, même moi, enfin, je veux dire même moi, mais encore une fois, je ne suis pas un ultra expert du sujet, mais c'était vraiment un élément que je n'avais pas vu passer. Et il y en a peut-être plein d'autres derrière qu'on ne connaît pas encore et qu'on va découvrir en cours de route, en fait. Aborder une deuxième question, peut-être? Allez. D'autres éléments, n'hésitez pas. Après, il n'y a pas d'obligation à poser des questions. Je- En attendant que vous pensiez à votre question, j'enchaîne sur ce que Mm. disait Sébastien. Il y a 93% des Français utilisateurs de véhicules électriques qui ne reviendraient jamais en arrière. Ouais. Ils ne reviendront pas à un véhicule thermique. La grande enquête de GEVA, la Global EV Alliance, à laquelle on a participé, là, c'est le mois dernier, est présentée ce soir même, en parallèle de D'accord. Bon. notre webinaire, dont je ne peux pas y assister, mais je connais déjà les chiffres. Et effectivement, c'est variable d'un pays à l'autre, hein. C'est pas tout Mm. à fait les mêmes chiffres dans les autres pays d'Europe, mais en France, c'est tout à fait clair. Non. Mais encore une Oui, moi, fois, c'était plus une oui, réflexion. oui, Aujourd'hui, effectivement, on voit que les gens ont du mal à basculer, enfin, pour ceux qui font le pas. Et je pense que le problème principal vient des constructeurs généralistes. Alors, pas de Tesla, ni de les spécialisés, mais plus des généralistes
Et il serait pas possible de les accompagner, ces généralistes, par exemple à l'association, pour que les clients soient formés, parce que enfin, moi je vois les gens qui viennent de généralistes et qui achètent par exemple la 208, la i208, eux ils réfléchissent comme une voiture thermique. Et du coup c'est assez compliqué de leur expliquer que bah non, en fait il y a BRP pour réfléchir à son trajet, il y a ChargeMap, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et je pense qu'il y a un gros problème à ce niveau-là, quoi. Alors, Oui, tout à fait. On a une action d'ailleurs parmi celles que je n'ai pas citées, c'est qu'on a créé une petite société un peu adossée à Fauve pour permettre des prestations de conseil auprès de professionnels du secteur. Et parmi l'offre de cette petite société qui s'appelle Fauve Développement, on a la possibilité d'accompagner des concessionnaires pour faire une sorte de check-in, de surveillance du discours tenu par leurs commerciaux. Donc, c'est ce qu'on appelle pompeusement l'optimisation de la force commerciale, à savoir qu'on va comparer le discours tenu avec, évidemment, ce qui doit être développé comme argumentaire par rapport à un acheteur, je dirais, candide, qui va vouloir s'intéresser à un véhicule électrique et qui va poser des questions. Dans d'autres secteurs d'activité, on appelle ça le mystery shopping, hein, c'est-à-dire le client mystère, où on va se pointer sur des concessions et on va pouvoir vérifier comment ça se passe. Je ne crois pas trop à la bonne volonté des constructeurs traditionnels, en particulier européens, sur ce genre de demande, mais peut-être un peu plus de la part des constructeurs nouveaux, chinois en particulier, qui voudront arriver à réussir leur implantation en France et qui auront à surveiller de près leur nouveau réseau. Mais j'irais même plus loin de la question accompagner le client, mais accompagner les commerciaux aussi. C'est ça, Enfin, c'est ça. il y a Parce que un vrai derrière, il y a la sujet. formation. Enfin, Ben vous oui, allez dans n'importe quel concessionnaire de certains constructeurs historiques européens, vous parlez de la voiture électrique, enfin, le nombre de fois on m'a dit bah, ça peut pas aller à 130, c'est impossible. Ça sert à rien une voiture électrique, ça peut pas aller à 130. Ah bon, vous êtes sûr? Enfin, et donc il y a un vrai accompagnement de la force commerciale, mais il y a une volonté au départ qui n'a peut-être pas aussi. On revient encore une fois hein, sur le sujet du SAV. Dernièrement, j'ai échangé avec un concessionnaire Renault, pour le citer encore une fois, hein, j'étais voir la R5, il me dit sur le monde de l'électrique, il perd 50% de chiffre d'affaires de SAV. C'est-à-dire qu'en termes de modèle économique, quand vous êtes le garage Dupont au bout de la rue, qui a acheté, enfin qui loue une franchise pour avoir le logo Renault, Peugeot, Citroën, tout ce que vous voulez, lui, il a un modèle économique, et c'est une entreprise, il est là pour faire de l'argent, et du jour au lendemain, on lui dit, bah, il y a une techno qui arrive, tu perds 50% de ton SAV. Bon, bah, ça peut faire peur, ça peut bloquer, ça peut... Et donc là, on est dans l'accompagnement de toute cette filiale, de toute cette filière, en fait. Et ça va prendre du temps, ça va prendre du temps, c'est évident. C'est évident, une évolution du business model pour un concessionnaire bien sûr. qui voudrait du succès, qui veut être profitable. Didier, avec Choucroute Garage, a fait Hum, une excellente vidéo sur le sujet hum. de la possibilité pour les concessionnaires d'être profitables et comment ils peuvent l'être. Je vous invite à aller regarder ça, c'est tout à fait intéressant. Tout à fait Et on intéressant. peut reprendre ces arguments pour former des concessionnaires. Ok, Merci beaucoup en tout cas merci. pour la... Merci. D'autres questions? Si vous le souhaitez, après, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Ça peut être des questions plus tard. On pourra y répondre. Vous allez sur le site de Fauve. Et je me permettrai, hein, Pascal, avec ton accord, de mettre tes coordonnées s'il y a Et on des. pourra récupérer la présentation, Oui, oui, enfin bien sûr, tout à enregistrée. fait. Non, non, mais Ok, Oui, oui. super. là, le fait d'être passé par Eventbrite, ça me permet d'avoir officiellement et avec la protection RGPD votre adresse email. Et je vous enverrai le petit livret de Fauve, la présentation PowerPoint. Et il y aura même un petit questionnaire de satisfaction parce qu'on est toujours aussi, nous, dans cet objectif de s'améliorer et de faire les meilleurs moments interactifs possibles. Ok, super. Et on pourra avoir aussi, parce que tu as vu que vous avez enregistré la session, on pourra avoir Oui, alors, la session. tout à fait. La session va être mise sur YouTube, sur notre page Parfait. et sur le site internet. Donc, vous pourrez vous replonger dedans sans aucune Nickel. difficulté. Avoir le son et l'image, Merci. comme on dit. Et avant que vous partiez, je voudrais déjà bien remercier Sébastien de m'avoir invité à faire cette co-animation avec lui, parce que je pense on est en phase sur tous ces sujets. Sur beaucoup de sujets, merci beaucoup et merci à toi d'avoir répondu à cette attente avec
cette strate vraiment globale du sujet de la mobilité durable et de la voiture électrique. Et ça fait énormément, effectivement, plus je regarde et plus j'ai relu ta partie présentation, je me dis waouh! Et en plus, ça m'a vraiment fait un point à mon petit cœur, c'est que je devais venir à Brighton Oui, oui, sur ce oui, mois de juin et j'ai eu un empêchement de dernière minute, mais sinon je m'inscrivais et j'étais avec vous, mais oui, oui. ce sera pour le prochain. Il y en aura d'autres, des Il y en occasions. aura Oui, oui. d'autres, il y en aura d'autres. Donc super. Ah, si je peux me permettre, on fait une assemblée générale à Périgueux le 15 mars. Et c'est vrai que là, on va avoir non seulement l'occasion de renouveler notre CA, Hmm. même ouvert à des nouveaux membres qui voudraient s'investir sur Fauve, hein. J'en profite parce que vous Profite, ouais, pouvez, ouais, bien sûr. les uns ou les autres, vous sentir motivés. Nous avons besoin de compétences pour, je dirais, travailler au niveau de la fédération elle-même et pas simplement au niveau des associations. Mais également trois débats approfondis que nous aurons et qui peuvent intéresser quelqu'un qui n'est pas forcément là après pour travailler, mais qui seront sur le sujet du ralentissement du marché du véhicule électrique actuel. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Est-ce que c'est conjoncturel? Combien de temps ça va durer, etc. On va échanger beaucoup là-dessus, sur le sujet des politiques publiques et sur le sujet des actions d'influence que nous devrions développer. Ah bah, il y a tout enfin, comme je dis toujours, hein, même si c'est une ancienne technologie, mais c'est une nouvelle porte en fait, un nouveau chemin à dessiner et il y a plein de belles choses à faire, hein. Ça reste très très intéressant en tout cas. Voilà. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions, mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation. On vous remercie Bon, énormément de votre présence. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris plein de choses et puis que ça a ouvert des chakras, comme je dis. Un grand merci. Merci Pascal. Et puis bah, je vais pouvoir clôturer ce moment sur la voiture électrique et la mobilité durable. Et je vous dis peut-être à une prochaine session. merci pour la qualité de votre contenu. Bah, merci à vous. À très bientôt. Au revoir. À Au bientôt. Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir.